Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Histoire, je m'appelle Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Alors il y a quelques mois, nous avions évoqué avec Patrick Allard les Templiers, il avait même d'ailleurs évoqué le nom de Rudy Cambier avec qui je me trouve aujourd'hui. Il va nous parler effectivement de ses découvertes sur ce fameux, disons, trésor templier qui serait ici à Wodek, dans la région de Wodek en Belgique. Et donc pour ce faire, je vais quand même appeler le spécialiste, Rudy Cambier. Bonjour, comment allez-vous ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas trop grand-chose. Alors effectivement, pour vous présenter, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, parce que voilà, on ne peut pas tout connaître bien sûr, et donc vous êtes quand même philologue, passionné donc d'écriture ancienne, de la petite écriture du Moyen-Âge. Comment dire ? Alors qu'est-ce que La petite littérature du Moyen-Âge. Oui. Que veut dire cette littérature ? Alors il y a évidemment la grande littérature, les chansons de gestes, les grands romans du Moyen-Âge, les romans courtois dont tous les philologues s'occupent. Et moi, probablement parce que mon père était un chanteur populaire, je me suis intéressé au petit genre, c'est-à-dire à la chanson, aux diverses chansons du Moyen-Âge. C'est ça la petite littérature. D'accord. C'est une littérature sans prétention, mais qui est beaucoup plus artistique que ce qu'on imagine. Il suffit d'imaginer une chanson de Brassens à côté des poèmes tellement prétentieux de nos soi-disant poètes à la mode, et tout le monde a compris. D'accord. Donc en fait, Rudy Cambier, alors vous avez quelque chose à nous raconter de fort passionnant. Donc vous êtes philologue, on l'a compris, mais alors il y a quelques années de ça, et plutôt dans les années 90, il vous est arrivé quelque chose. Vous êtes tombé, il y a un ami qui vous a un jour demandé que pensiez-vous de Nostradamus, de Michel de Nostredame. Oui. Le fameux auteur des fameuses centuries que tout le monde parle, et puis bon voilà, finalement on ne sait pas trop décrypter de quoi il s'agit, bien qu'on en reparlera dans la vidéo un peu plus tard. Et il vous a demandé quel était votre avis sur Notre-Dame, et vous avez une drôle de réaction. Mais oui, c'est mon ami Arnold, et je lui ai répondu, c'est de la merde. En fait, pourquoi ? Bon, disons, tout ce que je savais de Nostradamus, c'est ce que 2-3 machins que j'avais vus dans des bouquineries. Si on ouvre un bouquin de Nostradamus, au bout d'une demi-page, on sait que c'est de la couillonnade. Mais ayant répondu ça à Arnold, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a trotté dans la tête. En fait, lui n'a jamais su pourquoi il m'avait posé cette question. Et moi, je me suis demandé pourquoi je lui avais fait cette réponse. Et de temps en temps, je me disais, tiens, pourquoi j'ai répondu ça? Je n'ai jamais lu Nostradamus. Je m'imaginais d'ailleurs que c'était un texte en clair qui annonçait un certain Hitler, un type nommé Staline, etc. Bon. Et je suis donc allé un jour emprunter un bouquin à la bibliothèque Datt. Et vous voyez comme le hasard fait les choses. Normalement, ce que tout le monde lisait à l'époque, c'était Fonbrune. Ouais. J'arrive à Ath et les 2 exemplaires de Fonbrune étaient en lecture. Donc normalement, je n'ai pas de bouquin de Nostradamus. Mais un de mes amis d'enfance faisait un remplacement au comptoir de la bibliothèque. Il me dit, comme c'est toi, je vais aller voir à la cave s'il ne reste pas quelque chose. Et il me trouve un bouquin plus âgé qui s'appelait Nostradamus en clair. C'était le mensonge du siècle, parce que c'était tellement brouillé ce machin. Mais je suis arrivé ici, et le bouquin s'est ouvert tout seul. À une page où je lis, voyez, comme le Nostradamus est le plus grand prophète de tous les temps, il annonce Napoléon. Et je lis, un empereur naîtra près d'Italie, quel empire sera vendu bien cher. Diront avec quel Jean il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Et clac. Je dis ça, c'est pas Napoléon, c'est Frédéric de Hohenstaufen.
Frédéric de Hohenstaufen est effectivement empereur. Il naît en 1190 et meurt en 1250, grosso modo. Un empereur naîtra près d'Italie, tout le monde pense à la Corse. Mais la Corse, c'est pas près de l'Italie. Hein. Ça, c'est une vision tronquée de gens qui voient une carte de géographie de France. Un jour, j'avais fait en bateau la traversée de Livourne à Bastia. Ça prend 14 heures. En revanche, l'empereur Frédéric de Hohenstaufen est né à 5 km de l'Italie. Et de l'Italie du Moyen-Âge. Qui à l'Empire sera vendu bien cher. En fait, il était, le poulain de pape. Son élection à l'Empire, la première élection était plus que contestable. Il a été élu 2 fois. Il a fallu que les papes dépensent une fortune pour le faire élire. Il a donc été vendu bien cher à l'Empire. Napoléon n'a pas été vendu à l'Empire, il l'a acheté. Napoléon Bonaparte est devenu premier consul par son coup d'État, et son coup d'État devait être financé à coût de milliards de francs or. Il a été financé par 5 banquiers à qui il a permis de fonder la Banque de France, c'est-à-dire qu'il a vendu le droit de tirage de monnaie à des banquiers privés, ce qui est un droit régalien qui durait depuis 1000 ans. Lui, il l'a vendu pour pouvoir financer son coup d'État. Il n'a donc pas été vendu à l'Empire, il l'a acheté. Qu'on trouvera moins prince que boucher. Ah, c'était une insulte que tout le Moyen-Âge, en tout cas tout le XIIIe siècle, servait à propos de Frédéric de Hohenstaufen. Je ne vais pas m'étendre, mais il y a 3 aventures, je vais dire, de boucher qui marquent, qui plombent l'histoire de cet empereur qui n'était pas très recommandable. Hein? Voilà. D'autres considérations de philologie, par exemple, lorsque chair et boucher, ça ne rime pas. Ça peut constituer à la rigueur ce qu'on appelle en poésie française une rime normande, c'est-à-dire une rime pour la vue et pas une véritable rime. Mais la rime normande, ça date du XVIIe siècle. Donc 100 ans après Nostradamus. Je parie que ce genre de rime, on n'en trouve pas 5 dans le XVIe siècle. En revanche, si on comprend que ce texte est la transformation de ce qu'on appelle en philologie un ourtexte, un texte original, écrit en koiné picarde, je veux dire en ancien français à teinture picarde, eh bien ça se dit kir et bouchir, ce qui rime parfaitement. Et donc dans l'instant j'ai compris que ce n'était pas une prophétie, c'est une histoire. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque une armoire est fermée. On peut déconner autant qu'on veut sur ce que contient l'armoire. À partir du moment où vous avez la clé, vous l'ouvrez, et vous voyez ce qu'il y a dedans. C'est aussi simple que ça. Mais le picard est parlé en France et en Belgique. Comment avez-vous su donc deviner que c'était bien des textes écrits en Belgique? D'abord parce que le picard est ma langue maternelle. Quand je suis entré à l'école gardienne, à l'école primaire, je savais lire le français depuis longtemps et je le comprenais, mais je ne savais pas le parler. Je ne parlais que le picard. Donc c'est mon réflexe, si tu veux. Chaque fois quand je vois un mot picard, il me saute à la figure. Alors qu'est-ce que c'est que le picard? L'ancien français, je veux dire, on le classe en principe en 2 grandes langues, la langue d'Oc au sud de la Loire et la langue d'Oïl au nord de la Loire. Cette manière de Oc ou de Oïl, c'est simplement le oui. Le Oïl est devenu notre oui. Et dans la langue d'Oïl, nous avons un certain nombre de grands dialectes. Nous disons le francien pour l'Île-de-France, le champenois, l'anglo-normand et le picard. Alors le picard a été la langue la plus importante de l'ancien français jusqu'à la fin du XVe siècle.
Hein, il y a plus, lorsqu'on consulte les documents ou les dictionnaires consistants du français du Moyen-Âge, il y a plus de documents dans la seule langue picarde que dans toutes les autres. Maintenant, ces dialectes sont vivants, donc il y a des traits idiomatiques qui caractérisent des régions ou des localités à l'intérieur de ces grandes zones. Ça existe même à l'intérieur des villages. Je vais vous donner un exemple. Dans le village à côté, à Elzel, il y a un hameau où les gens, plus maintenant, mais jusqu'à ma génération, étaient incapables de prononcer le son « ch ». Ça s'appelle le 5 ans. Eux habitaient le 5 ans. Nous disions le Chincan. Hein? Ah oui. Mais eux disaient 5 ans, semain, etc. Ouais, ouais. Ils ne savaient pas prononcer le ch. Donc si vous trouvez dans un texte quelque chose qui note une prononciation de ce genre-là, vous savez que obligatoirement c'est quelqu'un de cette rue-là qui l'a écrit. Eh bien, dans le texte des Centuries, évidemment, bon, dès que j'ai compris que c'était une histoire, j'ai regardé avec l'œil du philologue les prophéties de Nostradamus. Qu'est-ce qui est apparu? Certainement que c'était l'œuvre d'un moine cistercien. C'est ça. Pourquoi? Parce que je trouvais des extraits littéraux d'œuvres de Saint-Bernard. Il y a par exemple un quatrain qui est littéralement tiré du commentaire sur le Cantique des Cantiques par Saint-Bernard. Évidemment, si vous êtes nostradamiste, que vous êtes persuadé que ce sont des prophéties et que vous n'avez jamais lu les œuvres de Saint-Bernard, vous ne trouverez jamais. Bon, donc c'était un cistercien, donc un religieux. Je trouvais des termes picards que manifestement Nostradamus n'avait pas compris, donc il avait conservé. Et ces traits de Picard étaient particuliers en ce sens qu'ils relevaient du Picard qui se trouve juste à la limite de la Flandre. Nous avons des termes ici sur une bande, je veux dire, de 3-4 km, 5 km, où ce sont littéralement des mots flamands transposés en picard. Par exemple, nous ne disons pas un piquet de prairie, on dit une stack. En flamand, c'est une stock. Oui. Hein, etc., etc. Nous avons un tas de mots qui sont simplement du flamand. Par exemple, nous, un pic vert, par exemple, nous appelons ça un spoe. Hein. En flamand, c'est un specht. Voilà. Hein? Ouais. Donc là, nous sommes vraiment typés, je veux dire, sur 7 villages ou villes. C'est typique de ce qu'on appelait dans le temps la terre des débats. C'est-à-dire 7 villages qui se trouvent à la limite entre la Flandre et le Hainaut, qui ont fait l'objet d'une guerre multiséculaire, une embrouille juridique invraisemblable qui n'a été terminée qu'avec la Révolution française. Même Charles Quint et l'impératrice d'Autriche se sont cassés les dents là-dessus. Mais voilà, donc avec ces éléments-là, très précis, on peut déjà, je vais dire, localiser l'auteur. Bon, qu'est-ce que je trouvais dans les Centuries? Je trouvais aussi des termes franchement flamands. Par exemple, l'esco et la lys, il appelle ça de leie et de schelde. Écoutez, dans la bouche ou sous la plume d'un Provençal comme Nostradamus, il faut tomber sur la tête pour croire que ça vient d'un Provençal. Hein, nous avons des termes que les Nostradamustes n'ont jamais compris. Les Masselins, plus Masselin que roi en Angleterre. C'est tout simplement la transposition en picard du mot Makelein en flamand qui veut dire un maquignon, un marchand de chevaux. Vous voyez, ce genre de choses. Et bon, qui est cet auteur? Qui pouvait être cet auteur religieux, venant de nos régions? J'en avais aucune idée.
Et encore une fois, le hasard ou la providence, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis, je vais aller aux archives à Ath, parce que j'avais évidemment besoin du grand dictionnaire d'ancien français de Godefroy en 10 volumes. Personne n'a les moyens de se payer là, c'est ça, sauf je veux dire être richissime ou être une institution. Et j'arrive là un vendredi matin. Je tombe sur qui? Un de mes cousins qui a fait l'histoire de notre famille ici à Wodek et à Flobec en 28 volumes. C'est fameux. Oui. Et il m'a dit, voilà, je dis, comment vas-tu? Il est très bavard. Et lui ne sait pas pourquoi, moi non plus. Il se tourne, il prend les 2 volumes des archives de Cambron et il me dit littéralement, tiens, tu vas avoir besoin de ça pour ton travail. Il n'a jamais su ce que je faisais, il l'a su 2 ans après. J'ouvre ce machin et je tombe sur les listes de moines et les listes d'abbés. Et là-dedans, je comprends, connaissant le premier et le deuxième quatrain des prophéties de Nostradamus, je comprends que le gars donne son nom, dit où il est, le nom de son abbaye et même ses mœurs. Voilà, coup de chance. Une sorte de signature. C'est une signature, c'est exactement. On dit que les œuvres du Moyen-Âge sont anonymes. Oui. Rien de plus faux. Parce qu'il était de mauvais ton de mettre son nom, il le laisse traîner partout. Pour être bien sûr qu'on va comprendre ce que c'est machin qui a écrit ça. Hein. Et donc celui-là fait la même chose. Il s'appelle Yvain, donc il laisse traîner partout divin. Il s'appelle Després, et il dit le divin pré, s'assied. Prenez divin, pré, et vous avez Yvain Després. Et ça, ce n'est pas une exception, c'est une règle dans tous les écrits du Moyen-Âge qui ne sont pas signés. Voilà. Donc, encore une fois, on ouvre la porte et on voit. C'est aussi bête que ça. À qui sait voir, qui sait entendre, Parfait. et qui sait découvrir. Voilà. Alors, effectivement, donc vous avez découvert qui est ce fameux auteur, on va dire, du livre de Nostradamus, qui finalement n'est plus le sien. Et là, on va en revenir aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec Nostradamus, hein, parce que mon Dieu, avec tous les bouquins qui sont sortis sur Nostradamus, ils ont tous faux. Alors bon, ça c'est quand même terrible ce que vous dites, parce qu'il y en a certains, je sens que ça va jaser ici. Alors, vous en êtes arrivé à cette conclusion que c'était donc ce fameux moine qui s'appelle Yvain Després. Alors, qui est cet Yvain Després? Yvain Després est connu à Cambron sous le nom d'Yves de Lessines. Oui. On le connaît très très bien parce qu'il a été le prieur de l'abbaye de Cambron. Il a été à l'origine de la fortune de Cambron. C'est un réaliste. Hein. Et il va terminer comme abbé, très très vieux, hein, presque à 90 ans. Et les abbés de Cambron, la chronique de Cambron dit que les abbés étaient appelés d'après leur lieu de naissance. Hein, Gérard de Gramont, par exemple. Hein. Et Yves de Lessines est en fait le fils de Jehan Després, qui faisait partie de la famille des barons d'Audenarde. Le baron d'Audenarde était le plus gros propriétaire de la terre de Débat et seigneur de Lessines et de Flobec. Et ce Jehan Després est le châtelain, c'est-à-dire le fonctionnaire nommé par le seigneur pour gérer les biens, pour ramasser les taxes, etc. Et Yves de Lessines, il est le seul fils, il a 2 sœurs, mais il est le seul fils de la famille. Son père insiste beaucoup pour qu'il fasse une carrière d'abord militaire. Yves de Lessines n'a pas la corpulence ni pour être chevalier, il devient ingénieur militaire. Et donc il va accompagner
d'abord son père et puis je veux dire le maréchal de l'armée française à l'époque de Saint-Louis, d'abord aux croisades et dans la guerre qu'ils vont livrer en Italie et en Sicile. Et puis, il semble qu'il s'inscrive à l'université de Paris à la fin des années 1270. Son père insiste toujours pour qu'il se marie. Il est dans la quarantaine. Il ne se marie pas. Et dès que son père meurt, il se fait moine à Cambron. À une date tout à fait extraordinaire. Il choisit le 22 juillet, c'est-à-dire le jour de la Sainte Marie-Madeleine, le jour de la fête des putains. Aïe. Et dans le second quatrain des Centuries, il laisse entendre clairement, mais dans d'autres quatrains aussi, qu'il est homosexuel. Ce qui au Moyen-Âge est une tare terrible. L'homosexuel est brûlé. Sauf s'il est roi, comme Richard Cœur de Lion, et qu'il s'adonne à des repentirs publics et très spectaculaires. Mais donc, c'est une tare absolument épouvantable. De là, je crois, à la fois la sensibilité d'Yves de Lessines et peut-être aussi que ça a favorisé son intelligence extraordinairement critique. Voilà, c'est ça l'auteur des Centuries. Oui, donc en fait, on vient de comprendre quand même que Yves de Lessines n'est pas un moine comme les autres, surtout qu'il est quand même devenu justement moine sur le tard, ce qui à l'époque était quand même franchement inhabituel. Tout à fait. C'est un moine atypique. Il devient moine à l'âge où beaucoup déjà sont morts. Et il faut dire que chez les bénédictins, en général, on entrait dans la petite enfance. Ce qui en principe était interdit chez les cisterciens, où on entrait tout de même vers l'âge de raison, donc entre l'âge de la communion, je veux dire 11 ans et 15, 16, 17 ans. Yves de Lessines devient moine à 44 ans. Mais l'énorme avantage que ça lui procure, c'est que c'est un homme qui a vécu, qui a voyagé, qui a étudié et qui a vu le monde et toutes ses faces. Yves de Lessines arrive à Cambron, par exemple, il connaît le grec. Il connaît le grec byzantin parce qu'il a été envoyé en mission à Byzance. Il connaît peut-être l'arabe. C'est possible parce qu'il mentionne qu'il a traduit de l'arabe en français. Il connaît certainement l'allemand parce que dans les Centuries on trouve des jeux de mots en allemand, ce qui est impossible dans le chef de Nostradamus, un provençal qui n'a guère de culture. Il connaît le flamand, il connaît le latin, donc c'est quelqu'un qui a du répondant. Il a travaillé, je veux dire, si pas de ses mains, au moins de sa tête, et il va exercer la profession d'architecte et d'assécheur de polders. Il a réalisé un exploit extraordinaire. Donc toute la région des polders, depuis, comme dit Dante dans sa Divine Comédie, depuis 800 jusqu'à Bruges, en fait les polders, comment fait-on un polder? On est sous le niveau de la mer, on creuse des fossés qui drainent l'eau et on pompe l'eau dans la mer qui est plus haut. Mais pour ça il faut un sol drainant. Donc les polders sont des sols sableux. L'abbaye de Cambron avait reçu un énorme domaine dans la Flandre maritime, inutilisable parce que c'est un sol argileux. Ça s'appelle l'Amprenesse d'ailleurs. Et Yves de Lessines est parvenu à l'assécher
à en faire une terre extraordinairement riche. L'endroit d'ailleurs s'appelle encore Cambron. La ferme existe toujours et il y a quelques années, les propriétaires de la ferme sont venus me voir parce que, voulant construire un nouveau hangar, ils ont retrouvé les fondations de bâtiments que Yves de Lessines avait érigés. Et tenez-vous bien, ça faisait 23 mètres de largeur sur 52 mètres de long. C'est pas peu de choses. Sous le priorat d'Yves de Lessines va avoir lieu ce qu'on appelle le miracle de Cambron. Et qui est la chose qui va faire la fortune de l'abbaye de Cambron, encore plus grande que les 5000 hectares de terre que possédait cette pauvre chose. Les Juifs avaient donc été chassés de France par Philippe le Bel. Oui. Et ces Juifs, une partie de ces Juifs se réfugient dans le Hainaut. Le comte de Hainaut prend sous son aile un Juif qu'il convertit au christianisme et qui devient sergent. Sergent à l'époque, c'est quelque chose d'important. Hein, ça correspond au sergent policier anglais, c'est pas n'importe qui. Ce sergent, un jour, allant de Hatt à Mons, s'arrête à Cambron, étape normale, et un convers ou un ouvrier de l'abbaye le surprend en train de donner des coups de lance à une image de la Vierge qui est peinte sur un mur. On veut lui fracasser la tête et puis un frère calme tout le monde, on va chez l'abbé, bon, ça fait une histoire. Et cette image se met à saigner. Ah. Extraordinaire. Évidemment, il s'agissait de fond de peinture rouge en dessous. Yves de Lessines se dit, oh oh, j'ai besoin d'un miracle. D'accord. Ouais. On voit là le réalisme du bonhomme qui a vécu, hein, qui a fait des guerres et s'est promené dans toute l'Europe. L'affaire en reste là. Hein, on met le juif à la torture, il nie, donc il est innocent. Dans un village éloigné du Hainaut qui s'appelle Estine, existe un vieux forgeron flamand paralytique. La Vierge lui apparaît en songe et lui dit d'aller défier en duel le sergent flamand qui est un soldat de carrière. Je ne sais pas, miracle. Le paralytique se lève et on décide donc qu'il y aura combat sur la place de Mons, au bâton puisqu'ils sont roturiers, ils n'ont pas le droit aux armes tranchantes. Et ce vieil octogénaire paralysé et flamand vainc le soldat de profession. On pend le juif par les pieds au-dessus d'un foyer et des chiens affamés lui dévorent les entrailles. C'est l'horreur, mais il faut ça. Donc voilà le miracle attesté, les indulgences concédées. Évidemment, ça devient un pèlerinage qui affranchit les Juifs de payer la taxe sur les maranes, c'est-à-dire les Juifs convertis. Et Yves de Lessines fait tant de propagande qu'on recueille de l'argent pour élever une chapelle à l'honneur de la Vierge de Cambron. Et parmi les donateurs, on va retrouver le comte de Flandre, le comte de Hainaut, le roi de France, l'empereur, tout le monde va mettre. Et les plans de cette chapelle sont dressés par Yves de Lessines. Donc, il meurt peu après parce qu'il a près de 90 ans, mais ça montre que le personnage est quelqu'un de réaliste et qui a de la ressource et qui à ce moment-là explique son rôle dans l'histoire de la fin des Templiers. Retenons ça, la personnalité du gars. Bon, mais finalement, alors Michel de Notre-Dame,
vous évoquiez justement le fait qu'il n'était pas très très érudit. Enfin bon, je sens que ça va encore jaser, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Et c'est justement les sorties du réel, c'est pour piquer un petit peu dans les choses qu'on ne dit pas ailleurs. Alors, Nostradamus a repris les écrits d'Yves de Lessines. Visiblement, il a laissé quelques phrases, même beaucoup de phrases en vieux picard, qui n'a même pas lui-même finalement changé. Il a un petit peu quand même changé la structure et certaines phrases naturellement de ces centuries qui sont parues dans les almanachs 220 ans après quand même, hein, c'est ça. Hein. Et alors surtout, Yves de Lessines, il faut comprendre qu'il a écrit donc finalement une histoire bien réelle, lui. Et absolument pas du tout de la divinité ou de la... Voilà. Donc, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion? Conclusion encore que, hein, un travail comme ça n'est jamais terminé quelque part. Enfin là, vous avez quand même beaucoup de preuves comme quoi effectivement Yves de Lessines se basait sur une histoire bien réelle, et celle des fameux Templiers justement. Tout à fait. D'abord, il faut préciser que je ne suis pas tout seul à dire ça. Ouais. Nous sommes toute une équipe et de gens qui ont des titres, sont des profs de NIF. Quoi, hein. Je pense à Geneviève Moulignot, je pense à Jean-Philippe Larouste, qui ont écrit des livres suite aux miens, et donc c'est vraiment attesté par diverses voies. Hein, il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui. D'abord, qu'est-ce que Nostradamus vient faire à Cambron? Il vient de loin en plus. Il vient de loin, il est à l'époque juif et plus ou moins inquiété par l'Inquisition parce qu'il a fréquenté le milieu de la bande de Scaliger dans le midi de la France. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient par bateau. On a Jean-Philippe Larouste a retrouvé toute une série de documents qu'il produit et qui montrent les étapes que suit Nostradamus pour arriver à Cambron. Il vient d'ailleurs par bateau et il vient à Cambron pourquoi? Parce qu'il est juif marane. Il va venir à Cambron, il est officiellement déchargé de sa juiverie et du soupçon d'être protestant. Voilà pourquoi il vient. Et à l'époque, nous sommes en plein dans les guerres entre la France et les Pays-Bas. Il n'y a pas d'abbé à Cambron. L'élection de l'abbé est contestée, on ne sait pas où on en est. Donc, c'est l'anarchie. Et est-ce qu'il trouve un manuscrit là? Est-ce qu'on lui donne éventuellement? Voilà. Et on lui donne un écrit qui qu'est-ce que c'est que cet écrit? Il est écrit dans une ancienne langue française. Il ne comprend pas très bien, mais bon, il sait que c'est du vieux français, il va le réadapter. C'est écrit au futur. Donc pour lui qui ne sait rien des genres littéraires du Moyen-Âge, il ne sait rien de ce qu'on appelle l'énigme. Le genre de l'énigme est un genre qui a été très très cultivé au Moyen-Âge, même dans des populations telles que les Saxons. On a au Xe siècle toute une série d'écrits littéraires saxons qui nous présentent des énigmes. L'énigme est un genre qui utilise un certain nombre d'outils littéraires, dont l'inversion des temps. Donc tout ce qui est au passé, on va le mettre au futur, et tout ce qui est futur, on le mettra au passé. Évidemment, Nostradamus se trompe. Les noms de personnages sont trafiqués. Hein, par exemple, on va faire des jeux de mots. Hein, sur le comte de Valois, on va l'appeler celui qui peut Valois. Ah oui. Hein, le cardinal Orsini va devenir l'ours. Et où on va chipoter, inverser des lettres. Henri va devenir Chiranc. Hein? Là, on a déjà une indication, parce que dans Henri, il n'y a pas de C. Ah, mais si, au XIVe siècle, c'est Henrique. Et là, Nostradamus n'a pas compris. Il a compris que ça voulait dire Henri, mais il l'a laissé tel quel. Et pour lui, Henri, c'est Henri II, c'est son roi. Dans le texte d'Yves de Lessines, c'est pas ça du tout. En fait, il s'agit de Henri de Montigny,
qui était le frère de l'abbé de Cambron de l'époque, qui s'appelait Jacques de Montigny. Et ce Henri de Montigny était visiteur de Flandre. C'est-à-dire qu'en 1302, lors de la révolte de la Flandre contre Philippe le Bel, les Templiers de Bruges ont pris fait et cause pour les révoltés flamands. Et ça n'a pas plu du tout à la direction française Jacques de Molay, qui entre autres était le plus bête des maîtres du Temple. Et ils envoient un type de la région qui était à l'époque en mission dans le midi de la France, ils l'envoient pour ramener de l'ordre en Flandre. Il s'agit donc de Henri de Montigny, dit Henri Flamand, le Flamand, bien que né dans le Hainaut. Et au fur et à mesure qu'il approche et qu'il voit le ravage qu'ont fait les Français, le massacre en Flandre, il se retourne et prend le parti des révoltés flamands. Il y a de grandes chances pour que ce soit lui qui ait manigancé la stratégie qui va écraser l'armée française à Groningen. C'est une stratégie absolument géniale, extraordinaire, et on ne voit pas d'autre homme de guerre qui ait l'expérience et l'intelligence qu'il a fallu pour, je veux dire, imaginer cette stratégie qui est extrêmement complexe. Et donc, voilà, ce Henri, il a une fonction tout à fait spéciale. D'après ce que racontent les centuries, évidemment, il faut admettre que les centuries sont une source historique. Si évidemment on considère que c'est un gag, c'est fini, l'histoire s'arrête là. Si c'est un écrit vraiment authentique et vrai, Yves de Lessines explique là-dedans que Frédéric de Hohenstaufen, qui se trouve cité là-dedans, avait 80 ans avant Philippe le Bel, s'était attaqué aux Templiers de Sicile et de ces États de Naples, du royaume de Naples. Et apparemment, suite à cette mésaventure, les Templiers ont décidé d'une méthode de sauvegarde. Si on sait qui est le chef, il suffit de le prendre et on a gagné. Si personne ne sait qui est le chef, on ne le trouvera jamais. Comment est-ce qu'on va faire alors pour que tout le monde obéisse au chef? Ben, ils ont trouvé le système, c'était un sceau. Un sceau spécial qui portait donc le signe du chapitre du temple, c'est-à-dire une croix boulée dominant le ciel et la terre. Personne ne sait qui est le porteur du sceau. Mais tous les Templiers doivent obéir au sceau imprimé, posé sur une feuille. Une sorte de chef finalement invisible. C'est un chef invisible. Et à l'époque, ce type invisible, c'est Henri de Montigny. Okay. Il entend, les Templiers entendent évidemment, toujours d'après les centuries, à raconter que le roi va s'attaquer à leur ordre. Il cite ses sources, il dit ça nous est venu de Bruges, ça nous est venu de Mao d'Artois. Pourquoi Mao d'Artois? Parce que Mao d'Artois a énormément développé l'industrie drapière à Arras et dans ces villes d'Artois. Pour développer l'industrie, il faut de l'argent. Et elle a emprunté de l'argent au temple. Donc, elle rend la politesse à ses banquiers. C'est venu du pape. Il y avait des bruits à la curie. Et il dit même c'est venu de la reine de France. Donc il trahit son mari. Henri de Montigny apprend ça. Il ne voit pas de réaction dans le temple. Et tout bête, il se rend à Paris pour, en style, mettre au courant les grands chefs. Qui refusent de l'entendre, non seulement ça, mais veulent l'emprisonner. Et il raconte qu'il doit se dégager avec le couteau sur la gorge. Donc ça a mal tourné.
Il revient en Flandre et là, il se met au service des révoltés flamands. Bon. Que faire, puisque le roi de France va attaquer le temple? Que faire? Il va trouver son frère, Jacques de Montigny, qui est abbé de Cambron, qui se dit on va appeler le moine le plus intelligent de l'abbaye. C'est Yves de Lessines. Encore lui. Le type, ben voilà, il a fait la preuve qu'il est un rusé. Et Yves de Lessines imagine le stratagème suivant. On va rassembler tout ce qui est nécessaire. On va les cacher dans un endroit inaccessible au roi de France. Vous savez, l'histoire de mettre le trésor des Templiers dans le donjon de je ne sais où, c'est ridicule. En fait, vous savez, aller enterrer ça dans un donjon du roi de France, un truc qui sert de prison, c'est à peu près comme aller braquer une banque et puis on va sonner à la prison de Mons pour dire est-ce qu'on pourrait faire un trou de 30 mètres dans la cour pour cacher notre butin. Ouais. Hein, c'est délirant ce genre de choses. Et Yves de Lessines se dit bon, on va le mettre dans un endroit où le roi de France n'ira pas. Nous sommes ici, par rapport à la France, derrière la Flandre. Ouais. Pas évident que le roi de France va pouvoir traverser la Flandre pour venir jusqu'ici. Nous ne sommes pas en Hainaut, nous ne sommes pas en Flandre, il n'y a pas de droit. Le plus gros propriétaire du village, c'est l'abbaye de Cambron. Ah ouais. Et le temple possède ici, un petit bien. Ils enterrent leur machin ici, il le dit dans 21 tonneaux, or, roi, d'huile et de graisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On vend le bien. Il n'est plus. Quand le roi va attaquer le temple, Ouais. il ne sait plus le prendre, il est vendu. Ouais, c'est ça. Il est vendu à Réméré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la vente à Réméré, c'était le prêt hypothécaire du Moyen-Âge. Maintenant, je fais une hypothèque. En théorie, je reste propriétaire de mon terrain, mais en réalité, c'est la banque qui est propriétaire, parce que si je ne paye pas ma mensualité, elle me prend le terrain, c'est à elle. Au Moyen-Âge, on faisait autrement. Je vends mon terrain, mais avec la possibilité de le racheter, quand je veux, dans les 30 ans. C'est comme ça qu'a fait Godefroy de Bouillon avec son château de Bouillon. Il avait besoin d'argent, il a vendu, hein, vous entendez les historiens dire, il a vendu son château à l'évêque de Liège. Pas vrai, il a vendu à Réméré. Donc il se disait, si jamais ça tourne mal, je peux revenir. Une sorte de prêt à gage quelque part. C'est un prêt à gage. Voilà. Et en fait, le prince évêque de Liège n'est devenu propriétaire de Bouillon que en 1107. Pourquoi? Parce que Godefroy étant mort, son frère Baudouin étant roi de Jérusalem, l'héritier était son frère aîné Eustache. Godefroy de Bouillon avait vendu à Réméré pour 6000 marcs d'argent. Eustache a dit, moi, le château de Bouillon ne m'intéresse pas, je ne vais pas payer 6000, une somme énorme pour récupérer un truc qui se trouve à 400 km de chez moi. Et le prince évêque est devenu propriétaire de Bouillon comme ça. Et donc ici, ils ont fait la même chose. Ils ont vendu ce bien à Jehan Licamby, qui est un de mes ancêtres en ligne directe, brasseur, qui a acheté le bien à Réméré. Et donc, dans la tête d'Yves de Lessines, il suffisait que dans les 30 ans qui suivaient, un Templier se présentait. Il disait, voilà mon cher Jean, notre papier, voilà les sous, c'est à moi. C'est aussi simple que ça. Et donc, sans donner d'explication à personne, ils revenaient, ils récupéraient leur bazar et l'ordre du Temple ressuscitait. C'est aussi bête que ça, mais c'est génial. Hein. Mais seulement, il n'y a personne qui est venu le récupérer. Il n'y a personne qui est venu le récupérer. En tout cas, je veux dire, toutes les mesures physiques qui ont été faites, soit par radar de sol, par densitométrie, etc., tout ça montre que
effectivement, il y a des masses, il y a du métal en tout cas, dans une cavité qui semble assez grande, qui se trouve entre 8 et 9 mètres dans le sommet, et entre 8 et 9 mètres de profondeur. Là, on est sur du quasi certain, quoi. Alors, je vous propose, Rudy, d'aller juste un peu sur les lieux. Vous allez un peu nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, etc. Comment est-ce que des chercheurs, des scientifiques sont venus sur votre terrain et ont constaté qu'il y avait effectivement une anomalie. Parfait. Donc Rudy, nous voici ici donc sur le terrain où il y a quelques années, des scientifiques sont venus faire un carottage pour voir un petit peu quelle était la nature du terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc en fait, avant de fouiller ou de faire quoi que ce soit, il faut au moins avoir une petite idée de la vraisemblance de l'histoire qui est racontée dans les centuries. Et donc l'université de Mons est venue faire une série de carottages, c'est ces machins jaunes que vous voyez dépasser pour déterminer la structure du sol et du sous-sol. Et effectivement, ils ont pu affirmer que les résultats étaient tout à fait compatibles avec ce que Yves de Lessines dit dans les centuries. Par exemple, dans les centuries, il est dit qu'on trouve une couche de limon reposant sur une couche d'argile blanche importée et elle-même sur une couche de sable vert puis d'argile verte. Vous savez, quelqu'un, j'imagine mal Nostradamus, venant ici dans cette petite ferme, faisant un trou de 15 mètres de fond pour simplement pouvoir dire qu'il y a du sable vert et de l'argile verte. Ça serait ridicule. Et donc voilà, nous avons fait 4 sondages et qui montrent bien que par exemple celui-ci est en dehors du dispositif, je veux dire, d'Yves de Lessines qui a utilisé de l'argile blanche pour établir une sorte de coffrage pour protéger son dépôt. Et c'est tout à fait compatible avec le métier d'Yves de Lessines, puisque nous avons vu tantôt qu'il avait réussi à assécher un polder argileux, et ici il a fait le contraire. Et figurez-vous que cette technique a été réutilisée à la fin du 19e siècle au camp de Beverlo, qui est un camp d'entraînement de l'armée belge qui en fait a été fondé par les Allemands avant la guerre de 14, ces cantons faisant partie de l'Allemagne. Et bien là ils ont fait des caissons en argile pour assécher l'espace sur lequel ils allaient construire les bâtiments. Ici il a fait le contraire, il a fait un caisson en argile pour le noyer. Et tout ça est bien établi par le sondage. Ce qu'on a fait encore ici, c'est par exemple dans cette zone-là, une firme anglaise est venue faire une étude par le radar de sol. Et donc Peter Fenning, qui est un gars qui avait 40 ans d'expérience, a pu montrer qu'effectivement il voyait 21 masses métalliques. De quoi? Évidemment, nous ne savons pas. Et il est curieux de constater que Yves de Lessines dit qu'ils ont mis leur trésor, entre guillemets, dans 21 tonneaux. Une firme française est venue faire une étude de gravimétrie. Qu'est-ce que c'est la gravimétrie? C'est donc lorsque on construit un bâtiment ou qu'on fait une autoroute, on veut connaître la nature du sous-sol et voir s'il n'y a pas de trous. Et donc par la mesure de microgravimétrie, ils parviennent à repérer des trous dans le sous-sol. Et leur conclusion est qu'il y a ici, toujours recouvrant la même zone, une cavité dont le sommet se trouve, je l'ai dit, entre 8 et 9 mètres de profondeur. Voilà, nous avons pas mal d'informations. Dans une autre perspective, un nombre remarquable de sourciers sont venus et tout à fait indépendamment et hors de ma présence, ces gens retrouvent toujours exactement le même endroit et les mêmes choses. Voilà. Alors Rudy, ici nous sommes donc dans une partie donc, du domaine, de votre domaine, et vous nous avez effectivement évoqué là tout de suite la fameuse croix. Alors cette croix, elle est ici. Oui.
en dessous d'une poutre. Et elle est parfaitement décrite dans le vers suivant, c'est dessous de chêne guilin du ciel frappé. Alors cette poutre est en chêne, hein, il ne dit pas en dessous d'un chêne guilin, de quelque chose en chêne, d'un certain Guy. Et à l'époque d'Yves de Lessines, le comte de Flandre s'appelle Guy de Dampierre. Nous sommes ici dans un terrain dépendant de la seigneurie de Guy de Dampierre. Du ciel frappé. Alors frappé, ce n'est pas toujours donné à envoyer un lion. Hein, on dit que le carrosse de Monsieur le Duc est frappé aux armes de Monsieur le Duc. C'est donc marqué d'une armoirie. Et du ciel, le ciel c'était l'anagramme de l'ordre du Temple. Si vous le lisez à l'envers, ça donne Legio Jesu Christi, la Légion de Jésus-Christ, c'est le nom du temple. Et les Templiers se revendiquaient les gardiens du ciel, les gardiens de la porte du ciel, l'armée de Dieu. Et vous avez donc ici une croix qui est tout à fait spéciale, c'est un modèle de croix dont le modèle exact ne se retrouve nulle part, sauf peut-être à Chinon, dans les graffitis de Chinon. Croix boulée, dominant le ciel et la terre, et c'était la croix du chapitre du temple. Mais lorsqu'on parle de Templiers, il y a une série d'images qui viennent à l'esprit des gens qui sont tout à fait fausses. Les Templiers, on voit des chevaliers en blanc. Très bien. C'était l'infime minorité du temple. Il y avait plus de sergents, c'est-à-dire de gens servant à temps, que de Templiers, que de chevaliers ayant fait des vœux perpétuels. On parle de chevaliers, ça ne veut pas dire des nobles. Les trois quarts de l'histoire du Temple, pour être chevalier, il n'était absolument pas question de naissance. Ce n'est qu'à la fin du XIIIe siècle que, sous la pression, je veux dire sociale, on a exigé que le chevalier soit fils de chevalier, c'est tout. À côté donc de l'armée du Temple, il y a l'immense quantité de gens qui appartiennent au Temple. Qui appartiennent, ça veut dire qu'ils travaillent tout simplement pour le Temple et qui sont considérés comme des Templiers. Ce sont les frères de métier. Ce sont les gens qui ont construit les cathédrales, qui ont construit les forteresses, hein, et qui se donnaient au Temple parce qu'étant Templiers, ils ne dépendaient plus de la justice des seigneurs. Ils étaient tout à fait libérés de la tyrannie des seigneurs, c'était ça être Templier. Ce temple, il est représenté, je veux dire, par le maître. Il n'y a jamais eu de grand maître. Hein, c'est Magister Templi, le maître du temple. Et il a une fonction essentiellement de représentation. La règle du temple dit textuellement qu'il ne peut donner pas un sou, il ne peut céder pas un sou, pas un pan de mur, pas un pied de terre. C'est pas un dictateur, hein, ce type. Le véritable pouvoir dans le temple est le chapitre. Et dès le départ, ils ont imaginé un système qui soustrayait l'ordre du temple à la pression des puissants. Comment est-ce que ce chapitre change tous les ans? C'est aussi confirmé dans les centuries. Comment est-ce qu'on procède? On tire au sort deux frères présents, sergent ou chevalier, qui entrent en prière pendant toute une nuit, et au matin, le Saint-Esprit leur suggère le nom de deux autres frères. On se repose une nuit, et la nuit suivante, les quatre frères entrent en prière, et au matin, le Saint-Esprit leur suggère le nom de quatre autres frères. On se repose encore une nuit, et puis les 8 frères entrent en prière, et au matin, le Saint-Esprit leur suggère le nom de 4 frères. Et ce sont ces 12 frères qui constituent la véritable autorité du temple.
Donc, comme on ne sait pas qui va être désigné au départ, il est impossible de faire pression. Et tout acte qui n'est pas validé par l'ensemble des frères n'a aucune valeur. Et la croix que nous voyons souvent représentée, la croix pâtée, on dit que c'est une croix templière, c'est pas vrai du tout. D'abord, la croix templière, ce n'est pas une forme, c'est une couleur. Le pape Eugène III, qui était un cistercien, a donné, je veux dire, a fixé les habits du temple en blanc et en noir, et a précisé qu'ils utiliseraient crucem rubricam, c'est-à-dire une croix couleur de rubis. Et le sigle secret du temple, c'est l'escarboucle, c'est-à-dire une croix de Saint-André et une croix carrée. Les 8 directions, et c'est le symbole de la pierre du rubis. C'est leur couleur qui le distingue. Donc lorsque un officier du temple prend comme symbole la croix pâtée, il ne se présente pas comme le maître du temple, il se présente comme le successeur de Godefroy de Bouillon. Parce que cette croix pâtée, c'est la croix de Boulogne, de la famille de Boulogne. Et Godefroy de Bouillon est le second fils du comte de Boulogne. C'est pour ça qu'ils utilisent une croix pâtée quand qu'ils ne sont pas le chapitre. Le chapitre utilise une croix de puissance, c'est ça. Rouge. Voilà pourquoi on trouve cette croix-ci. Et celle-ci est extraordinaire parce que ce n'est pas moi qui l'ai vue, c'est Freddy qui l'a repérée. Quand on éclaire en lumière rasante, moi j'avais toujours cru que le bras gauche, c'est-à-dire une armoirie, doit se regarder de face. Il faut se mettre à côté. Ce bras gauche, c'est le bras de l'Orient. Et je croyais que c'était pourri. Et Freddy a vu que pas du tout, c'est un coup de ciseau. Ils ont volontairement cassé le côté de l'Orient. Ça a été fait après la perte des royaumes d'Orient. D'autre part, le bras gauche est celui qui tient l'écu. Donc le temple n'a plus de défense. Hein, tout est parlant ici dedans. Hein, je veux prendre ce vieux bâtiment ici, pas très reluisant, je veux dire. Mais on l'excuse vu son grand âge. A été étudié sous toutes ses coutures par 3 architectes. Je ne vais pas parler en leur nom parce que c'est beaucoup trop complexe. Mais par exemple, la longueur exacte de cette croix est de 29,3 cm, qui est l'exacte mesure du pied romain à Rome. Comment est-ce qu'un paysan de Rodec aurait pu reporter cette longueur ici? La largeur du bâtiment, de la pièce, fait exactement, mais au millimètre près, 10 fois la longueur de la croix. La distance entre cette croix, nous verrons qu'il y a un lieu particulier dans les terres de Cambron que nous appelons la croix philosophe. La distance entre cette croix et le saule qui marque le carrefour de la croix philosophe est exactement d'1 000 romains. À moins d'1 mètre près. À partir de cette croix, il existe des puits dans cette maison. Si de cette croix je vise le puits de ma cour, dans cette direction-là, je suis exactement au lever du soleil, le jour de la Saint-Jean d'hiver. Et dans cette direction-là, j'ai exactement le coucher du soleil à la Saint-Jean d'été. Il existe un puits dans la prairie qui est là.
Derrière moi, j'ai exactement la position du soleil au lever de la Saint-Jean d'été, le 24 juin, et dans cette direction-là, j'ai exactement le coucher du soleil à la Saint-Jean d'hiver, le 23 décembre. Il fallait choisir l'endroit. Hein. Oui. Merci. Donc, il y a quelque chose de pas ordinaire dans l'orientation des poutres ici. Vous voyez, aucune de ces poutres n'est parallèle. Mais la déviation est vraiment grossière. Donc, ou bien il faut supposer que le maçon qui a fait ça était ivre-mort, ou bien il y a eu une intention. Cette poutre avec la croix est exactement orientée, mais à la fraction de degré près, nord-sud. Tandis que les deux autres sont déportés, justement pour attirer l'attention sur cette poutre-ci. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette pièce? Pas mal de choses. Regardez là par terre. Ici, nous avions fait une tranchée, je veux dire, d'exploration. Si nous étions tombés sur le sol vierge à 30 cm de profondeur, l'endroit n'a aucun intérêt. Mon ami Guy Maritano est descendu à 2,60 m. Il était toujours sur du sol remué. Alors je ne sais pas qui fait un trou de 2-3 mètres dans sa cuisine pour reboucher avec exactement la même terre. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais depuis, vous voyez, nous avons bouché avec du sable et bien entendu, on a bouché en dessous du mur et au pied de ce mur. Et régulièrement, il y a des sortes d'explosions qui se font. Et vous voyez, ce sable est projeté et on ne sait pas pourquoi. Dans la bizarrerie de ce lieu, ça n'arrive pas dans toutes les maisons, ce genre de machin. Parmi les multiples choses qui sont remarquables dans ce vieux lieu, une bande de briques brûlées qui ont manifestement été travaillées, ce qu'on appelle au Moyen-Âge une lase, une bande dessinée. Je dois préciser que je ne suis pas un voyeur, je ne vois rien. Lorsque j'entends très très bien les textes, quand je lis un texte, je sais de qui c'est, je comprends le caractère de l'auteur, mais je ne vois rien. La croix, par exemple, jamais personne ne l'avait vue. C'est mon père qui, je m'en souviendrai toujours, c'était le jour le vendredi qui précédait la communion de mon fils. Et nous faisions ça à l'hôtel Dorine Taspa, mais nous voulions faire goûter aux gens de l'extérieur de la tarte à mâton. Alors la tarte à mâton, c'est la tarte d'ici, et notre voisine faisait des tartes à mâton sublimes. Donc le vendredi, je suis venu chercher des tartes à mâton. Et j'étais assis dans la cuisine, et mon père vient et me dit en patois, c'est que drôle de faire une cave à betterave. Il y a quelque chose de drôle dans notre cave à betterave. Je dis, oui, quoi? Il y a une croix. Il y a une croix. Il y a une croix. Et il est venu montrer ça. Bon. J'avais un ami archéologue qui est venu voir, qui dit, mon père étant protestant, on a parlé au pasteur, qui a envoyé 2 étudiants de la faculté de théologie de Bruxelles qui ont fait une étude, qui ont conclu que c'est une croix très ancienne, peut-être vaudoise. Le curé de Flobec, qui était un illustre lettré, a proposé l'interprétation de la croix, même dans le journal paroissial, dans toute la province. On n'a jamais pu déterminer ce que c'était. Fatalement, personne n'a pensé à la croix du chapitre du temple. De même que ça, pas vu du tout, c'est la femme d'un ami qui un jour, nous étions sous les peupliers, se promène, vient, me dit, tiens, tu as vu qu'il y a une bande dessinée dans ta cave à betterave? Une bande dessinée, hein? Oui. Et elle a vu ça, elle a montré ça. Puis, nom de Dieu, dans les centuries,
Il parle d'un tas de choses comme ça. Il dit par exemple, les écrits du chapitre seront mis sous la tête des saumons. Et si vous regardez, vous voyez ici un poisson et vaguement un poisson. Il parle, par exemple, pour localiser le lieu, je vais vous faire une démonstration. Vous avez ici, il faut préciser que la lumière violente actuelle efface tous les détails. Lorsqu'on regarde cette bande comme ça devait se faire à la lumière d'une bougie, ça vous saute aux yeux. Et il dit, comment donc, sanglier liépard. Vous avez ici un sanglier et un léopard, c'est-à-dire un lion passant, un lion allongé. Liépard lassé, le léopard couché, au ciel lestant son œil. Et d'ici, je regarde la croix. Il dit, dans le soleil, un aigle voit se battre. Ah! Eh bien, si vous regardez droit ici, vous piquez sur le mont qui s'appelle l'Aillemont, le mont de l'Aigle. Et le 21 mars, le soleil se lève exactement au milieu du mont de l'Aigle, et vous voyez donc le soleil, hein, autour du soleil, un aigle va se battre. Donc vous voyez le soleil et autour du soleil, les deux ailes du mont de l'Aigle. Mais vous savez, pour ça, il faut le régler au centimètre près. Hein? On parle d'un bœuf cornu tourné vers le pré. Regardez ça. En lumière rasante, c'est exactement la tête d'un bœuf avec des grandes cornes. Et il y a une particularité, je veux dire, toponymique ici, qui se reflète encore dans le cadastre. Le Blanc-Courchet, qui pour la poste fait 1 km de long, hein, que j'ai vu allongé et multiplié par 10 dans ma vie, le Blanc-Courchet est long. En fait, au départ, c'est exactement la maison, le jeune jardin qui est là et le vieux jardin qui est de l'autre côté. Et la prairie qui se trouve là, à 20 mètres du mur, ça s'appelle le hameau du Pré. Le bœuf cornu regarde le pré. Curieux. Hein? Donc ce que vous me voyez faire ici, c'est adapter des boulons sur une tige filetée. Qu'est-ce que ça a à foutre avec les Templiers? C'est que vous voyez l'état de ce vieux bâtiment multiséculaire et la poutre qui est là au-dessus avait plié de 40 cm. Donc je la redresse, mais ce n'est pas si simple que ça. Toute la charpente a plié, donc j'ai tronçonné la poutre pour en diminuer la longueur. Puis je l'ai remontée centimètre par centimètre par les poussoirs que vous voyez. Et maintenant je vais boulonner un comble à travers la poutre pour la fixer. Quand ce sera fait, j'enlèverai les poussoirs et je boulonnerai un autre comble par en dessous. Pas si évident que ça. Donc, voilà notre tige filetée qui commence à se préparer. Ça devient bon. Voilà.
Et voilà, 3 tours de clé, l'affaire est faite et on recommence 4 fois. Un petit détail amusant, c'est que ce chêne multiséculaire est tellement dur que les mèches à bois se tordent dans le bois. Et au lieu de forer, elles brûlent. Le bois brûle, tellement c'est dur. Je suis donc obligé de forer d'abord avec des mèches d'acier qui ne sont pas suffisamment longues pour passer à travers. Ça n'existe pas de mèches plus longues. Et donc je termine avec ma mèche à bois sur les derniers centimètres. Voilà. Et ça prend combien de temps ça à peu près pour déjà ne fût-ce que faire? Pour la remonter, une bonne semaine. Hein. Ah. Parce qu'il faut laisser le bois se donner un peu à la fois. C'est toute la charpente. Hein. Tu sais, les combles ont changé de position, les latous se sont allongés. Tout comme ça. Hein. Et si, tu vois, je pousse par là pour le faire aller vers le mur, parce que si je mets mon morceau de bois ici, il arrache. Il sort la poutre de son logement. Même chose de l'autre côté, tu vois, quand je suis obligé de pousser par ici, je mets un poussant de l'autre côté. Alors ici en dessous, la poutre qui est ici, tout à fait pourrie. Donc ça, un ami va m'amener des étançons, de la tronçonner là, la tronçonner là-bas, et de nouveau la réassujettir avec des poutres. Alors Rudy, on arrive tout doucement à la fin de cette première partie, parce que de toute façon, on a bien compris qu'il y aura une deuxième partie. Il y a tant et tant de choses à dire, à dévoiler, à divulguer, etc. Alors, je suppose que ça vous fait quand même quelques années de recherche, tout ça. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir arriver aux 10 trésors? Parce que visiblement, il y a un petit souci, c'est que vous ne pouvez pas creuser. Ben, en fait, l'administration wallonne a passé une réglementation qui fait que, je veux dire, des créatures politiques, autoproclamées archéologues, d'une valeur scientifique absolument pire que déplorable, se sont saisis du pouvoir pour en fait torpiller tout le travail de ce qu'on pourrait appeler les amateurs d'archéologie qui ont quand même fait la majorité, l'immense majorité des vraies découvertes dans nos pays. Donc il se fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas fouiller en dessous de 30 cm. Qu'à partir du moment où on s'aperçoit que quelque chose pourrait avoir un intérêt archéologique, on est obligé de s'arrêter, d'en faire la déclaration à l'administration communale, qui envoie les fameux archéologues, qui prennent possession de tout, et les objets, mon Dieu, continuent à être à disposition ou s'évaporent la plupart du temps. Évidemment, je suis considéré par la loi comme le propriétaire du lieu, je m'en considère comme le gardien et donc le responsable. Donc, ma condition sine qua non est que si on trouve quelque chose, ça reste ici, ça ne s'en va sous aucun prétexte. Si on veut faire des études, évidemment, c'est à la disposition de tout le monde et pas seulement des professionnels de la région wallonne. Et on n'emporte pas les objets pour études, parce que je connais trop bien le système qui consiste à on emmène pour études, vous demandez où ça en est, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse pendant des années, et puis on vous dit « Ah, on ne sait pas ». C'est ça que je ne veux pas. Et donc, tous les prétextes possibles, l'administration wallonne refuse de nous donner l'autorisation de fouille, bien que nous ayons dans notre SBL une archéologue tout à fait diplômée et qui a vraiment les compétences pour le faire. Donc, je ne sais pas. Moi, ma philosophie, ça a toujours été de dire, on n'essaye pas de convertir un con, on attend qu'il meure.
Est-ce qu'ils mourront avant moi? Est-ce que je mourrai avant eux? Voilà. Et puis on a la mémoire de vos ancêtres surtout, parce que bon, hein, on a bien compris que c'est quand même sur des siècles et des siècles. Évidemment. Évidemment, personne n'a jamais soupçonné l'existence de cette chose, sinon, évidemment, avares comme ils étaient, ils se seraient précipités dessus. Ils l'auraient vendu au plus offrant. Non, pour moi, c'est la valeur historique du trésor. D'ailleurs, quand on parle de trésor, il faut bien ramener les choses à leur réalité. Lorsque on nous a parlé du trésor des Templiers en France, etc., je me souviens de Gugus qui avait vu des millions de pièces d'or dans des coffres en or, dont je me souviens qu'il faisait 3,60 m de haut, 2,40 m de large et 1,80 m de haut, en or massif. J'ai pris la peine de calculer le poids, ça fait 900 tonnes. Je ne sais pas si vous voyez, dans la nuit, du 13 au 14 ou du 12 au 13 octobre 1307, descendre à 40 mètres de profondeur des machins de 900 tonnes avec des poulies en bois et des cordes en chanvre, il y a quelque chose qui ne va nain. Qu'est-ce que c'est un trésor? Je vais vous donner un exemple. Un pharaon du Moyen Empire avait reçu en cadeau du roi des Hittites un poignard en fer, donc disons un gros clou. En remerciement, il a envoyé un chariot d'or. C'est la rareté qui fait la valeur. Le Moyen-Âge se caractérise par quoi? Par la rareté de ce qu'on appelle des numéraires, par la rareté des métaux précieux. Donc avec une pièce d'or, vous achetez une maison avec 1 ou 2 pièces d'or. La plupart des gens, 95 ou 98% des gens du Moyen-Âge n'ont jamais vu une pièce d'or. Un paysan n'en a jamais vu, et c'est 90% de la population. Dans les villes, les gens riches en voyaient. D'ailleurs, l'or n'était même pas monétisé. Hein, Charlemagne a décidé qu'on monétisait l'argent et plus l'or parce qu'il était devenu tellement rare que c'était devenu délirant, comme la valeur était délirante. Le sou romain, il pesait 4 grammes et quelque chose. Il y en avait tellement peu que sous les Mérovingiens, on a frappé des tiers de sous. La moitié de l'ongle de mon petit doigt. Donc, pour un médiéval, un trésor, c'est quoi? Le roi de France met son trésor dans un seau de 5 litres. Vous trouvez ça, vous n'avez même pas les frais pour payer l'étude des fouilles. Vous n'avez pas le matériel, vous n'avez rien, vous ne payez pas les gens. Mais pour eux, c'est un trésor énorme. Qu'est-ce que dit Yves de Lessines? Il dit, bon, il y a des sous, il y a de la monnaie, parce qu'il faut de l'argent pour recommencer. En quelle quantité? Je ne sais pas, certainement pas. Pas dans les proportions qu'on nous dit. Il dit, il y a divers écrits. Il y a le document du chapitre qu'on n'a effectivement jamais retrouvé. Il y a l'exemplaire originel de la règle. En fait, il y a eu deux... Oui, au concile de Troyes qui a fondé l'ordre du Temple, on a rédigé 2 exemplaires en latin. Un qui était à Jérusalem et un qui était logé à Ypres. Ypres a été était appelée la mère de l'ordre en Occident. C'était la plus grande templerie, c'était la plus riche de très loin. Elle avait été fondée par Geoffroy de Saint-Omer avant même que le temple existe. Cette commanderie existe en 1127, alors que l'ordre du Temple est fondé en 1128. Et cet exemplaire en latin existe toujours, il est à la bibliothèque communale de Bruges. Donc il manque un exemplaire. Et justement, Yves de Lessines nous dit, il est là. Bon. Il dit, il y a les écrits du chapitre, qu'on n'a jamais retrouvé.
il y a divers documents, dont certains montrent que le pape est une ordure, c'est littéralement ça. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a surtout? Il y a des reliques. La fortune du Moyen-Âge, c'est des reliques. Je vous ai raconté l'histoire d'Yves de Lessines avec les 3 coups de lance et ça fait la fortune de Cambron. Donc, qu'est-ce qu'ils ont emballé? Des os, des machins, des trucs, avec les certificats de provenance. C'est ça la fortune au Moyen-Âge. Hein? Vous connaissez tous la Sainte-Chapelle à Paris, c'est un monument extraordinaire qui a coûté une fortune immense pour être... Mais c'est rien. Le prix de la construction, c'est rien à côté du prix que Saint-Louis a payé pour la fausse couronne d'épines et le faux clou. Mais c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que nous allons trouver si nous en croyons Yves de Lessines? Des os. Voilà. Et, dit-il aussi, des reliques majeures. Il faut questionner Geneviève Moulignot, qui est docteur en philosophie et lettres, qui a étudié par exemple le voile de Véronique et le suaire dans les centuries. C'est extrêmement complexe, c'est une étude extrêmement fouillée, et elle montre bien que le suaire, par exemple, de Turin est un faux dont on connaît toute l'histoire, mais que le suaire originel qui était à Constantinople a été donné au duc d'Athènes qui, ayant besoin d'argent, a emprunté de l'argent aux Templiers et a donné le suaire en gage. Le pape avait interdit le commerce des reliques, mais il n'était pas interdit de gager. Et donc les Templiers ont gagé, ont prêté de l'argent contre une série de reliques, dont ce suaire qui est tout aussi faux que l'autre, mais beaucoup plus ancien, puisque c'était le suaire qui se trouvait, je crois, à Édesse au VIe siècle, qui a été pris par les Arabes, puis rendu à l'empereur de Byzance, qui a toute une histoire, et voilà. Et Yves de Lessines dit, le suaire, il est là, dans un tonneau. Même chose pour le voile de Véronique, même chose, disait-il, pour le Graal, qu'évidemment un faux. Tout ça a été fabriqué à Constantinople au XIIe et XIIIe siècle. Et voilà, c'est ça le trésor du temple. Donc, aucune valeur marchande, strictement nulle, mais une valeur historique tout de même importante et avec des conséquences. Imaginez que tout ça ait survécu, qu'on puisse, il y a une chance sur 1 million, ressortir ce suaire et montrer que lui, il date du 5e ou du 6e siècle, et alors que devient le suaire de Turin? Ah oui, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, problème. Il y a eu toute une querelle entre les tenants du suaire de Turin et Geneviève Moulignot, mais il faut dire que ces arguments sont tellement péremptoires que l'affaire peut être classée, sauf si on est buté et obtus. Bon, alors Rudy, effectivement, on a bien compris que tout ça est une histoire quand même relativement complexe. J'espère que la plupart des auditeurs auront compris quand même de quoi il s'agit. C'est un petit peu comme je le dis à chaque fois, un petit peu... Est-ce que je pourrais oser faire un parallèle avec Rennes-le-Château en disant que voilà, on a parlé toujours d'or, etc. Et que finalement, c'est de simples documents, entre guillemets simples, mais qui ont une valeur encore une fois immense, qui pourrait remodifier notre histoire, revoir notre histoire, parce que là, ce que vous nous avez présenté aujourd'hui est quand même une partie importante. Tous les nostradamistes vont devoir, j'imagine, aller revendre leurs livres à la brocante. Ah non, grossière erreur. Ah, j'espère. Aucun ne se convertira. D'accord. Là, c'est certain, je parie mon cheval, ma selle et mes bottes, il n'y en a aucun qui croira ce que je dis, et tous continueront à prétendre que Nostradamus a prévu le 11 septembre, le machin, la guerre de 14, tout et tout et tout. Non, 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 je ne convertirai personne. C'est ce que je dis toujours. D'ailleurs, je ne cherche jamais à convaincre un con, j'attends qu'il meure. Alors la prochaine fois, on ira faire un tour du Patelin, un tour pour aller voir effectivement, pour confirmer quelque chose de très important à vos yeux. Donc là, il s'agit effectivement d'un chemin que Yves
de Lessines a effectivement, disons, laissé dans son livre. Et nous irons donc visiter ces points importants de ce fameux chemin. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus? Oui, qu'est-ce que c'est que ces centuries finalement? Est-ce que c'est une histoire de la fin du temple? Oui. C'est écrit dans un style du Moyen-Âge, à 3 niveaux de lecture, etc. Ça c'est beaucoup plus compliqué. J'ai essayé de rendre la chose abordable dans mon bouquin. Tout le monde me dit que ce n'est pas toujours évident, pourtant j'ai fait le maximum d'efforts pour le rendre attractif. Mais la matière est difficile, ça c'est évident. Il faut se reporter 700 ans en arrière, il faut changer son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il dit ? En fait, il s'est passé ceci, c'est qu'on enterre le trésor et puis on attend. Et l'ordre du temple n'est jamais ressuscité. Pourquoi? Parce que le pape, qui est la créature de Philippe le Bel, sous la pression, je vais dire, de la chrétienté, est contraint de convoquer un concile pour décider du sort de l'ordre du temple. Et il est manifeste que les pères conciliaires vont condamner l'attaque de Philippe le Bel et confirmer l'existence du temple. Alors que fait le pape? Il dit, on n'en discute pas et je supprime l'ordre par provision. Ça veut dire que je supprime l'ordre, mais sans décision définitive, on en parlera après. Évidemment, on n'en a plus jamais parlé. Pourquoi? Parce que dès l'attaque de Philippe le Bel a évidemment tiré pour la couronne le maximum qu'il pouvait, mais les grands nobles, évidemment, se sont empressés de contester des donations qui avaient été faites par leurs ancêtres, ont récupéré des terres, et surtout le pape Clément V avait attribué d'énormes biens du temple en Provence et dans le Languedoc à son fils naturel. Donc il n'était pas question qu'on rende leurs biens aux Templiers. Le temple est détruit, mais les triumvirs, ceux dont j'ai parlé, Henri de Montigny, son frère Jacques de Montigny l'abbé, et le prieur Yves de Lessines espèrent toujours, comme tous les Templiers, qu'on va ressusciter l'ordre. Et puis on attend l'attendu. Celui qui doit venir et qui ne vient pas. Et puis les gens meurent les uns après les autres. Et en 1323, Yves de Lessines, qui est largement octogénaire, reste le seul. Alors que faire? Et il a une idée de génie, il va écrire un poème, un immense poème, dans le style de l'énigme. Et quand on se replace dans l'esprit du Moyen-Âge, on comprend tout de suite. Pour un médiéval, Dieu est partout. C'est Dieu qui agit. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle par ma bouche, ou le démon. Donc, l'attendu, lui, Yves de Lessines, il ne le connaîtra pas. Mais le Saint-Esprit va lui donner la clé pour comprendre son écrit. Donc, pour nous, écrire dans l'énigme, on se dit, comment est-ce qu'il va comprendre, etc. Lui, il ne se pose pas la question, c'est le Saint-Esprit. Et donc, ce poème, c'est quoi? C'est 7 itinéraires qu'il faut suivre de lieu en lieu et qui tous mènent à ce lieu-ci, au Blanche-Courchet. Voilà, c'est ça, les centuries. C'est aussi bête que ça. Et si vous suivez les indications, on le verra la fois prochaine, on pourrait venir d'Audenarde jusqu'ici, c'est la même chose. Chaque fois, vous voyez chaque fois le lieu où vous devez aller. Est-ce qu'on pourrait dire que la serrure est ici et la clé est manquante? La clé, qu'est-ce que vous entendez par la clé? La clé, c'est le... Non, là, j'ai pas compris. Mais la clé qui ouvrira la porte de la connaissance, la porte de la vérité, de la... Parce que, après vous... Après nous. Qu'est-ce qui reste? Après nous, là... Ce que nous voudrions faire, c'est transformer ce lieu-ci en un lieu de spiritualité. J'estime que ma famille, depuis 7 siècles, a été la gardienne et il faut rendre à ce lieu sa valeur spirituelle.
Hein, nos enfants sont logés en Flandre et bien logés. Donc, comment faire pour garantir, je vais dire, l'existence de ce lieu, pour lui donner une valeur autre qu'une valeur bêtement marchande? Comment protéger les chemins? Hein, quand on sait qu'ici en face, pas par pure spéculation immobilière, on va complètement détruire le sens des centuries d'Yves-les-Cygnes. C'est quand même... Hein, c'est difficilement compréhensible, sauf à évoquer la médiocrité du personnel politique. Je suis désolé. Tous les politiciens ne sont pas des cons, mais il y a des cons qui malheureusement ont le pouvoir. Voilà. Donc, est-ce que des gens peuvent faire quelque chose dans ce sens-là? Nous sommes ouverts à tout, quoi. Voilà, et en tout cas c'est ça le mot vraiment, hein. C'est que justement vous êtes ouvert aux recherches. Oui. Encore une fois, il n'y a rien qui sortirait d'ici, Non. mais vous êtes justement ouvert à d'autres chercheurs, des jeunes chercheurs qui, pourquoi pas, s'intéresseraient éventuellement à tout ça. Alors vous avez justement écrit le fameux livre, hein, du Vieux Moine. Est-ce qu'on peut encore se le procurer, celui-là? Je pense que oui, hein. Oui. Sur Amazon ou n'importe où, dans le libraire le commande. Oui, oui, oui. J'invite justement les jeunes auditeurs, éventuellement, les personnes intéressées par toutes ces histoires, à pourquoi pas lire le livre de Rudy Cambier. Et puis alors nous, on se fera effectivement un plaisir d'aller visiter donc effectivement ce fameux chemin qu'Yves-les-Cygnes a écrit il y a bien de ça 700 ans, voilà. Le temps passe tellement vite. Alors Rudy Cambier, merci infiniment pour cette première interview ô combien complète. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.